ce petit comparatif-là pour dire on est toujours premier dans l'UEMOA. La Côte d'Ivoire est premier dans l'UEMOA. Maintenant, on laisse l'UEMOA le volet économique. On est maintenant dans le volet armement. La Côte d'Ivoire est le pays le plus armé. La Côte d'Ivoire est le pays le plus stable en termes de sécurité. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aiment trop se vanter. On aime trop se vanter en fait. L'Ivoirien se vante. L'Ivoirien est orgueilleux. Alors qu'à la réalité, il y a la réalité du terrain. En la réalité des choses, en la réalité des réalités ivoiriennes, pour faire prononcer le mot, pour faire un peu du rythme, à la réalité des Ivoiriens, il y a problème. Le prix du cacao a chuté. On est revenu à 1200 francs CFA. Le prix du cacao a chuté en Côte d'Ivoire ce soir. Le prix du cacao a chuté ce soir en Côte d'Ivoire. J'ai vu un site qui est officiel, un site qui ne dit pas des contre-vérités. Ce soir, le prix du cacao a chuté en Côte d'Ivoire. On vous disait ici que Alassane Dramane Ouattara, il est habitué à mentir aux Ivoiriens. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra, verra. Et finalement, on verra. Et nous sommes en train de constater. On nous a dit le prix de 2800, c'est un prix pour vous attirer dans les mailles des élections entre guillemets, en quelque sorte, pour dire non, le cacao ivoirien est à 2800. Mais moi, j'ai donné le premier signal et d'autres animateurs de la toile ont donné des signaux. Il y a eu des signaux. Comme on pourrait le dire, on a eu le cri primal, voilà. Donc des cris primaux. On a parlé, on a dit, on a donné nos cris primals à tous. Mais le cri primal, il est aigu. Le cri primal, c'est quand l'enfant quitte le ventre de la mère, quand il tombe, on dit le cri primal. Le premier on appelle ça le cri primal, en bon français. Notre cri primal a tellement piqué dans les oreilles des gens qu'ils ont pris des scotch et puis nous ont bandé la bouche pour ne pas qu'on parle. De peur qu'on se retrouve en prison, on s'est tué. Aujourd'hui où je vous parle, le cacao ivoirien sera acheté à 1200 francs CFA. Que dis-je? Si le gouvernement affiche les 1200 francs, c'est-à-dire dans les villages, les démarcheurs, ceux qui vont aller dans les campements, ceux qui vont aller prendre le cacao dans les campements, dans les hameaux les plus reculés en Côte d'Ivoire, et quand ils vont arriver, on dit aux villageois, l'État a dit 1200 francs, mais nous on n'a pas 1200 francs. Donc on va prendre vos cacao à 1000 francs, ou à 1100 francs, ou à 900 francs. Et la population est obligée de le vendre comme ça. Les démarcheurs, comme on les appelle au village, les démarcheurs, ils ont un petit nom là. Ils sont des coxels, un truc comme ça, ils ont des démarcheurs dans les villages. Donc désormais, le cacao ivoirien est acheté à 1200 francs, il sera acheté à 1200. Alors que on nous disait, si des chaînes de plateau, des télévisions internationales, on nous disait, les pisteurs, merci, voilà, c'est ça, merci mon gars. Oui, c'est ça, c'est le thème, les pisteurs. Merci beaucoup, les pisteurs. Merci mon frère, merci beaucoup pour le mot que tu me prêtes. Les pisteurs. Alors qu'on nous disait, argument nous disait, la Côte d'Ivoire, quand l'État fixe un prix, c'est-à-dire le cacao ivoirien est déjà vendu en avance. C'est-à-dire, le cacao ivoirien est déjà vendu en avance. On nous a dit ça, non? Il dit, nous, quand on paye le prix du cacao en Côte d'Ivoire à ce prix-là, c'est-à-dire l'État a déjà garanti le prix. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a déjà acheté son cacao. C'est pour ça qu'on vous donne ce prix-là. Alors qu'ils ont promis d'acheter près de 4 000 tonnes de cacao ivoirien. Sur ce qu'ils ont prononcé, si les 2800, l'État ivoirien a pris que 12 000 tonnes de cacao. C'est-à-dire, les 40 000 tonnes qui ont été avancées pour dire ça va recouvrir les 2800 là. En la réalité, la Côte d'Ivoire a pu vendre que 12 000 tonnes de cacao. Le reste n'est jamais parti quelque part. Voilà la réalité du terrain. Merci, M. Bamba. C'est ça que nous, on dénonce. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Les gars, prenez le cœur orange. Merci beaucoup pour le cadeau. S'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Le live est intéressant. Parce que moi qui suis en train de vous parler, bonsoir, Bamba, mon frère.
Moi, tu suis en train de parler ce soir. Je suis fils de planteur. Je suis fils de paysan. Je connais les réalités de fils de paysan. Je sais ce que nos parents ont dû dans les villages. Aujourd'hui, tous les villages de Côte d'Ivoire vivent le fléau on dit il y a sécurité, mais il y a braquage dans les villages. Toute la jeunesse ivoirienne dans les villages ont décroché de l'école, dont sont devenus potentiellement ou sont probablement des voleurs. Quand le cacao est cueilli aujourd'hui dans les villages, le même jour, il faut l'envoyer au village. Dans les campements, dès qu'on cueille aujourd'hui le cacao, si tu as plusieurs sacs, la nuit, il faut faire la ronde, sinon ta maison sera ciblée. Donc, tout le jour que le cacao fera dans ton campement ou au village, il faut de la surveillance accrue. Quand ils sont en train de vendre ton cacao, il faut que tu partes en ville pour mettre ton argent sur Orange Money. Sinon, le même jour, tu seras braqué. Donc, nos parents manquent de sommeil. Ils vont même chez les Libanais pour acheter les produits phytosanitaires pour pomper le cacao, pour que ça donne. Donc, ils ont même des dettes. Pour faire une anecdote, moi, avant-hier, quel jour j'ai appelé au village, et puis on m'a dit, on va accueillir le petit cacao, mais ce n'est pas beaucoup, mais on va prendre pour aller acheter des produits phytosanitaires pour pomper, pour que l'année prochaine, ça puisse produire. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens, comme moi, ils vont vendre parce qu'ils n'auront pas besoin de cet argent pour entretenir, nettoyer dans le champ, donc je n'aurai pas besoin. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, par contre, ils vont faire des prêts auprès des grossistes. Ils vont prendre des produits phytosanitaires, ils prennent des machines pour aller pomper, ils prennent des gens pour aller nettoyer. Donc, ils ont déjà une dette. Et puis, dans cette situation-là, on vient leur dire ce soir, coup de massue, on leur dit ce soir que votre cacao ne sera à 1000, comment on appelle, à 1200. Est-ce que les gars, vous comprenez la réalité de ce qui se passe? Mais quelqu'un va passer là tout à l'heure, un militant du RDR, il va faire une comparaison. Babou était là, il a fait quoi? On sait où? Il est là? Oui, Annie, le cacao est passé à 1200. C'est Fantaki, c'est qui? Le cacao est passé à 1200. Attends, il y a quelqu'un. Bonsoir, monsieur. Est-ce qu'il y a... Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère Soleil. Comment tu vas? Bien, et vous? Ouais, Dieu fait grâce. On est là par la grâce de Dieu. On est là. On n'a que nos yeux pour pleurer, c'est tout. Ouais. Il y a comme mon frère. Oui, oui. Actuellement, moi-même, je suis assis avec mon frère ici. Il est tellement découragé parce que lui, c'est un planteur. Moi, bon, je suis arrivé au village. Voilà, je le côtoie ici. Et quand il est découragé, il est assis à côté de moi-même là, depuis là, vraiment. Parce que faut comprendre qu'il y a plusieurs réalités sur le terrain. Moi, je suis présentement au village. Je suis présentement au village, il y a plusieurs réalités, comme tu le disais tout à l'heure. Ne donnez pas, surtout ne donnez pas votre lieu d'habitation. Hein. Non, 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 non. Oui, voilà. Voilà, voilà. Donc, il faut dire que il y a la réalité qui est là. Les gens ont pris d'abord quelqu'un, je prends un exemple, tu as au moins 2 hectares de cacao. Et les 2 hectares, peut-être que pour nettoyer, l'hectare fait peut-être 80 000 francs à nettoyer. Les 2 hectares, ça te fait facilement quand tu calcules. Maintenant, il faut payer les produits, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour pulvériser. Il faut traiter. Après ça, tu vas cabosser le cacao. Et il faut encore envoyer des tricites, là, les motos taxis communément, ce qu'on appelle, pour aller prendre ça en brousse pour venir. Parce que si tu laisses ça-bas, ils vont voler. Tout ça, c'est en crédit. Hein. Tous ces processus-là, c'est en crédit, c'est en crédit. Donc, au finish, ça veut dire que le cacao, d'abord, même la production, c'est pas quelque chose que toi-même tu vas te fixer l'objectif pour dire que non, mon cacao doit forcément atteindre 2 sécos, 3 sécos. Peut-être même avec tout ça là, il faut faire 3 récoltes, 4 récoltes pour pouvoir avoir au moins 200 000 francs à 300 000 francs, puis enlever tout cet argent-là. Donc, finish, quand tu calcules tout ça, ça veut dire que tu t'attends d'abord aux petites traites pour dire que bon, je vais pouvoir avoir quelque chose sur moi et payer maintenant les dettes scolaires. Parce que on ne fait pas de prêt scolaire aux planteurs. Les planteurs n'ont jamais eu de prêt scolaire. Donc, c'est toi-même qui vas te demander. Si tu as 5 enfants, tu as 6 enfants, la manière ils vont aller à l'école là, ça n'engage que toi. Donc, tu es obligé maintenant de te demander pour mettre tes enfants à l'école. Et c'est dans petite traite là, tu te dis quoi? Ah, tu t'en vas, bah, pendant la grande traite là,
tu prends un peu d'argent, tu t'en parler à ton gossus pour lui dire que, ah, vraiment, voici mes problèmes. Je te donne un peu, puis petite traite là aussi, je viens te redonner un peu. Et dans tout ça là, il y a les cas de maladies, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment, hein, moi, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, on a le cœur très gonflé dans la poitrine. On ne peut rien dire. On ne dit pas que le pays n'est pas bien gouverné. On n'est pas dit que c'est bien gouverné. Mais, en tout cas, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, on souffre. C'est une souffrance pire et totale que nous vivons parce que c'est de la merde. Les parents, jusqu'à présent, il y a des parents qui ont vendu le cacao depuis octobre. D'abord, l'argent n'est pas encore venu. Ça, c'est un. Il y a des parents que les gens sont venus même, c'est-à-dire que les humilier en famille devant leurs enfants et leurs femmes en leur disant non, que tu es parti prendre prêt. Il dit, mais voyez, cacao là, j'ai vendu. Voici il dit, je n'ai rien à voir avec ça. C'est mon argent, je veux. Tu me montres papier là-haut. C'est que moi aussi, je dois aller prendre là. Si moi, je n'ai pas l'argent, je fais comment pour aller prendre là-bas? Toi, tu es venu prendre avec moi. Je t'ai donné, tu m'as donné date. Il dit, effectivement, il t'a montré date. Mais ce papier, on m'a donné. Il dit, je n'ai rien à foutre de ton papier. Moi, c'est mon argent, je connais. Est-ce que vous comprenez? Et là, il y a encore de l'arnaque qui va venir dans cette histoire-là. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des produits qui sont partis, qui ne sont pas encore venus. L'argent ne sont pas encore venus. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont se retourner envers ces parents-là parce qu'il y a beaucoup de nos parents plantés qui sont dans les campements qui ne sont pas allés à l'école. Et les gens vont venir leur dire que non, le cacao qu'on a pesé, là, on vous a donné le reçu de 2800. Mais, vraiment, aujourd'hui, on vient de nous dire que non, c'est 1200. Le gouvernement a dit, mais les 1200 là, c'est ce que nous allons vous payer parce que l'argent, le cacao est stocké, c'est maintenant, ils vont venir prendre parti. Le grossiste, là, ils l'ont dit, il va aller prendre l'argent de 2800. Mais quand il va revenir, il va venir donner 1200 aux parents ici. Parce qu'il va, actuellement, où ils sont en train de te parler là. Parce qu'on a trop vécu ça. Nous avons trop vécu ça même. Il y a des tonnes d'anacades, mais quand les gens prennent pour partir, mais souvent même là, l'argent ne vient pas. Donc, c'est une réalité sur le terrain. C'est une réalité sur le terrain. Donc, après là, il y aura de l'arnaque dans ça là. Et c'est les parents, les pauvres planteurs là, qui sont des victimes. Et dans ça là, tu vas trouver que quelqu'un, il est malade. Il n'arrive même pas à avoir au moins 1000 francs pour aller se soigner dans ça. Il va rester dedans et puis il va mourir. Oui, et puis il va déjà. Tu vois un peu? Et puis, ça dit que ça fait tellement mal. Aujourd'hui, là, quand tu arrives dans les villages, là, mon frère, en tout cas, tu vas penser que peut-être tu es dans un pays sahélien ou bien quelque part là-bas. On ne sait pas que c'est les villages de Côte d'Ivoire où on dit qu'à l'approche de Pâques, à l'approche des fêtes, où les villages moussent, nous-mêmes, quand on a envie d'aller fêter au village, parce que vraiment, souvent même, parce que dans ce temps-là, les gars, les gens appellent ça, avant les gens appelaient ça, au temps de Gbagbo, les gens appelaient cet argent-là, on appelle palmal. Voilà, ça dit que ça va peser son anaka quand il lui dit j'ai l'argent de palmal. Mais aujourd'hui, là, sincèrement dit, mon frère, ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Mais on va pas tout dire. On est sur le méta. On va pas tout dire. Seul Dieu pourra faire le combat. Seul Dieu pourra faire le combat. On s'en remet à Dieu. Mais ce que moi je vais dire aux Ivoiriens et ce que je vais dire au monde entier, personne ne viendra faire le combat à notre place. Soit on se décide comme l'Iran s'est décidé à faire son combat, ou soit on s'assied là et on se regarde et nous-mêmes là, voilà, on va partir avec. On a le choix entre aller de l'avant ou bien rester là et reculer. Voilà. Sous nous là, sincèrement dit, ça fait très mal. Tu t'imagines quelqu'un qui va lancer, baisser, une fois, 2 fois, tu as 4 hectares, tu as 2 hectares nettoyés. Il dit, avant, j'ai un frère qui allait au chien, il est venu là, il dit son œil enflé. Là, il y a un arbre qu'il a coupé, une côte qu'il a coupée, puis c'est venu taper son œil. J'ai dit, si tu voyais là, ça faisait pitié. Il ne peut même pas dormir, il ne peut pas regarder la lumière du jour. Mais avec ça, hein, le lendemain, il a mis Matlaton en main, et puis il est reparti. J'ai dit, quand il était là, il le regardait comme ça, et puis mon frère, il a coulé des larmes. Parce que quand il regarde tout ce travail, et puis quand, après, au finish là même là, il s'en prend encore crédit même pour pouvoir manger là. Il me dit que mais ça sert à quoi même de travailler? On travaille là, c'est pourquoi. Si tu ne peux pas travailler, puis jouir de ton travail là, tu travailles, c'est pourquoi. Hein? On travaille, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'on a pu bien faire du mal dans ce pays, afin que nous soyons, en tout cas, traités de la sorte?
Donc, en tout cas, sincèrement dit, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile pour nous, les Ivoiriens. Nous, en tout cas, on ne reconnaît plus notre pays, notre belle Côte d'Ivoire. Premier producteur de cacao, premier producteur de noix d'acajou, premier producteur de quoi mais premier là, c'est sur papier, ça c'est théorie. Mais en pratique là, mon cher, voilà, il y a ceux qui mangent et puis il y a ceux qui souffrent. Les planteurs sont dans la catégorie de ceux qui souffrent. Et le gouvernement est dans la catégorie de ceux qui mangent. Ça, il faudrait qu'on le dise. C'est une réalité. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Merci. Merci mon frère, merci. Comme toi au village, là, on ne s'est jamais de ça. Parce que moi, les gens, ils me côtoient, ils m'insultent dans ce que tu as dit. Ok, d'accord, tu peux me faire descendre. On a ensemble. Protège-toi, mon frère. Protège-toi. Parce que voilà, je le fais descendre. Quand tu as besoin de dire quelque chose, tu montres. Parce qu'ils ont dit que maintenant, ils vont vous suivre sur VPN. On dit, les Ivoiriens, vous changez VPN, donc vos adresses. Donc, ils vont bientôt vous tracer. Vous voyez, il y a des personnes que moi, je laisse parler sur mon panel. Et puis, je ne parle pas. Parce qu'ils connaissent. Ah, hey, toi qui te signes, oh. Il y a des gens qui connaissent la problématique réelle. Moi, je vais vous dire une chose de ce qu'il a dit là. Quand nous on dit on achète des cacao, les gens pensent que je mens. Regardez. Comme je l'ai dit, quand ils ont dit le prix du cacao était à 2800, il s'est passé, il a dit en Annie ou en Anse. Mais je pense avoir dit en Anse. Ou à quelqu'un d'entre nous. Il a dit, ils ont vendu mon cacao. J'ai eu près de 800 000, entre 800 000 et 900 000 francs CFA. Et puis mon travailleur me dit, patron, ils m'ont donné papier. Il a dit, mais le président a annoncé le prix hier. Et puis toi, tu allais cueillir cacao en même temps, 2800. Et tu as vendu, tu me dis, ils t'ont donné le papier. Je vous jure, devant Dieu, devant les hommes, on est dans le mois de Ramadan, le mois de Carême. Moi, je suis chrétien. Voici ma croix. Mon argent a fait près d'un mois dans la main du pisteur. Quand le monsieur passe, on lui dit de venir demain. Alors que j'ai dispatché l'argent à ma famille. Il dit, il a donné quelque chose. C'était dans le mois de décembre. Donc, il dit, il a donné 100 000 ici, 150 000, 200 000, 300 000, 600 000. Il a dispatché. Maman, il dit, bon, mon salaire va rester dans ma poche, c'est moi. Mais l'argent, là, il dit, dans son téléphone, là, il ne vient pas. La personne me dit, mais tu veux me mentir? Il dit, je vais te mentir à quoi? En quoi faisant? L'argent au village, j'étais même obligé d'envoyer le reçu à certaines personnes pour dire, il faut attendre l'argent, il y a le reçu là. L'argent a duré dans la main du monsieur. Mais à chaque vente, je dois payer ceux qui sont partis cabosser là. Ce qu'ils ont mangé. On fait moins. Quand on va casser le cacao là, on fait moins. Pour ceux qui sont partis cabosser là, ce qu'ils ont mangé, le monsieur doit préparer bière, il doit préparer koutoukou, tout ce qu'il envoie au village. Bonsoir. On fait moins. Écoutez bien, moi je vous dis la vérité. Regardez les yeux dans mes yeux. Regardez-moi dans les yeux, je vous dis. Ils ont nommé des jeunes du Nord dans la filière café-cacao. Le conseil café-cacao a pris 500 000, combien de millions là? 50 millions pour donner au président de la République de Côte d'Ivoire pour sa campagne électorale. Ce ne sont pas les planteurs. Ils ont voulu faire la politique pour dire que ce sont les planteurs qui donnent l'argent au président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de planteur qui a cotisé. À Miyagi, il n'y a pas eu de cotisation. À Gabiagi, il n'y a pas eu de médiation. À Teriagi, il n'y a pas eu de cotisation. Sois salué. À Soubré, il n'y a pas eu de cotisation. Aucun chef n'a donné de l'argent dans la filière café-cacao. Je vous dis devant moi ici, c'est le monsieur du café-cacao là, celui qu'Alassane Dramane Ouattara a nommé là. Il a appelé pour dire, le monsieur a pris l'argent dans la caisse café-cacao et puis il a pris dit, je veux 10 chefs, des gens ici, venez, les meilleurs producteurs là, donnez l'argent, dites que vous supportez Alassane Dramane Ouattara. Allez, l'enquête est bouclée. Ce n'est pas les planteurs qui ont donné l'argent. Hein. C'est les gens que Alassane a nommés à la filière café-cacao là, qui ont pris l'argent pour... Ce ne sont pas les planteurs qui ont donné l'argent.
Je vous dis maintenant. D'accord, fais-moi signe. Ce sont eux qui sont partis donner l'argent au président de la République pour dire on te soutient pour la campagne électorale. Ce ne sont pas les planteurs qui ont donné l'argent. Aucun planteur au village ne peut faire de l'économie pour donner de l'argent à un président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous dis, aucun planteur ne puisse faire de l'économie pour venir donner l'argent au président de la République de Côte d'Ivoire. Le cacao ne produit pas tous les 12 mois de l'année. Ce n'est pas eux qui ont donné l'argent. C'est le président du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire, le PCA, qui ont décidé de donner l'argent à Alassane pour reconnaissance de nomination à ce poste-là. Est-ce que vous connaissez Planteur même? Est-ce que vous connaissez la vie des planteurs? Est-ce que vous connaissez la vie des planteurs au village? Quand on vous parle souvent, moi, je n'ai pas envie de parler de ma famille, mon papa. Regardez, quand nous on finit de vendre le cacao de mon papa comme ça, là, les villageois l'apprennent, les cousines, les nièces apprennent que mon papa a eu peut-être 700 000, 800 000, 900 000. Le même soir, là, ils vont venir taper pour dire la femme de Zoku est à l'hôpital. Ils vont faire opération césarienne. Ta tante qui est à Sassandra là, il y a une bouteille qui l'a tapée, blessée. Elle n'avait pas fait de, comment on appelle, de tétanos. Son pied enflé. Ton cousin qui est quelque part là, ils l'ont mis en prison. L'autre là, il est hospitalisé, il ne mange pas. L'argent là, pas comme ça sort comme s'il n'y a rien. Le jour planteur a l'argent, le même jour planteur a souci au village. Il va régler tous les problèmes des gens. Il n'économise pas. Comment des planteurs peuvent aller donner l'argent à un président de la République de Côte d'Ivoire? Vous-même, ça ne vous dit pas quelque chose. Voici le prix du cacao au marché. Cacao qui était acheté en avant ça. Voici son prix. Yacouba Doumbia, le journaliste du RDL, là. Toi, tu disais qu'au temps de Gbagbo, là, les planteurs ont brûlé le cacao. Là. Au temps d'Alassane Ouattara, les planteurs coupent les pieds de cacao. Ils disent, ils vont faire maintenant du riz pour manger. Voici le cacao que vous avez dit, le prix n'a jamais été égalé sur le marché en Côte d'Ivoire, 2800 là. Alassane a gagné les élections il y a combien d'années? 2 mois. Annie. Alassane a annoncé le prix du cacao il y a combien de temps? Aujourd'hui, nous sommes le 4, 3e mois. Alassane a été élu, d'après lui, triché, le 25 octobre. Bon, on va compter, on ne va pas compter octobre, on va compter novembre, décembre, janvier, février, mars. À 5 petits mois, le prix du cacao a déjà changé. Ce monsieur-là, il n'est qu'un gros menteur. Alassane Ouattara est un menteur. Tout son gouvernement est fait de menteurs. Comment on peut mentir aux gens comme ça? Et je vous assure, il y a des planteurs qui sont en train de construire des maisons au village, qui ont contracté des crédits auprès des Libanais pour avoir du fer, pour dire qu'ils ont du cacao. Donc il y en a même qui ont dit mon cacao là, c'est quand il est venu vendre, tu vas enlever ton argent et puis ma maison va finir. Vicky soit salué, mon ami de CM2, la plus bandite. Bon, on dit la plus bandit, parce qu'on ne dit pas bandite, on dit bandit, une bandit, un bandit. Donc la plus bandit. Nos parents là, qui étaient en train de construire leur petite cabane au village là, mais leur espoir est devenu désespoir ce soir. Parce qu'il y en a qui ont laissé leur cacao chez Cargill pour dire, quand j'envoie, tu me donnes 2 tonnes de ciment, 3 tonnes de ciment. Mais c'est fini ce soir. On peut faire ça à un peuple. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Mais tenez-vous bien, il va vous dire une chose. Vous savez, moi j'ai dit des choses et je m'en fous des conséquences. Parce que j'ai dit est vrai tellement que les conséquences, moi je m'en moque. Alassane Ouattara,
Il est la continuité de la rébellion en Côte d'Ivoire. Et vous savez de quoi la rébellion ivoirienne vivait? Au-delà des financements qu'ils ont eus. Est-ce que vous savez de quoi vivait la rébellion ivoirienne? Est-ce que vous saviez où la rébellion ivoirienne tirait ses sources financières, économiques, pour pouvoir survivre, vivre? Est-ce que vous savez, vous là? Est-ce que vous savez de quelle matière vivait la rébellion ivoirienne? Est-ce que vous saviez dans quoi bon nombre de ministres d'Alassane Ouattara ont leur main mouillée, qui les fait vivre et puis s'en fout des planteurs? Est-ce que vous savez? La majorité des ministres d'Alassane Ouattara, issus du nord de la Côte d'Ivoire de la rébellion, la majorité des chefs rebelles devenus aujourd'hui des généraux, des colonels, là, ils vivent de leur paillage clandestin. Écoutez bien, il va vous dire ce qu'il y a dans là. Écoutez bien. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, il y a des ministres, des hauts cadres, des députés, des hommes du pouvoir qui vivent de leur paillage clandestin. Moi, je vous dis ça. Donc, ils s'en foutent des planteurs. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils blanchissent leur argent dans leur paillage clandestin en Côte d'Ivoire. C'est là-bas bien leur argent. La première qu'on connaît qui s'est dénoncée officiellement, c'est Mariam Biekissé. Mariam Biekissé a un réseau d'orpailleurs clandestins. Mariam Biekissé, là, elle a un réseau fiable, fort, d'orpailleurs clandestins. Son collaborateur, c'est Alpha Yaya Touré. Alpha Yaya Touré a un réseau d'orpailleurs clandestins. Eux là, ils vont payer les machines. Ils sont en train de creuser toute la Côte d'Ivoire pour trouver de l'or. Et ils vendent l'or. Donc ils s'en foutent. Aujourd'hui, il y a un danger que les Ivoiriens essaient d'oublier. Dans 10 ans, on ne pourra pas manger l'eau de Bandama. On ne pourra pas manger du poisson à Bandama, dans le fleuve Bandama, là, on ne pourra pas avoir l'eau. Il y a plusieurs fleuves en Côte d'Ivoire où on ne trouvera pas de l'eau. Je vous dis la vérité. L'eau a changé de couleur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Eux là, ils ont plus investi dans leur païen clandestin. Je vous assure, je connais des colonels, des généraux de l'armée ivoirienne, des douaniers, des ministres qui payent des appareils et puis ils font orpaillage clandestin. Lui qui appartenait au site de Daoukoro jusqu'à vers Vavoua, c'est Feu Ouattao. Ouattao, c'est lui qui gérait ce secteur-là. De Daoukoro vers Vavoua, les zones là, Ouattao gérait ça. Après, c'est pas grave. C'est Ouattao qui gérait ça. Les anciens rebelles qui ont dirigé le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'Alassane vienne, qu'ils soient maintenus au pouvoir, ils ont étendu maintenant le phénomène dans presque toute la Côte d'Ivoire. Quand vous partez dans la zone de Gagnoa et de Daloa, surtout à Zoukoubé, vers Zoukoubé, Gueye-Sabo, alors qu'avant on mangeait du poisson à Gueye-Sabo. Gueye-Sabo était connu pour la vente du poisson, poisson d'eau douce. Mais toute la région de Gueye-Sabo aujourd'hui, là, allez regarder le fleuve Gueye-Sabo, allez à Gueye-Sabo. Toute la zone là, les jeunes burkinabés vont aujourd'hui payer des champs de cacao qu'ils détruisent pour l'exploitation de l'or. Moi, j'étais dans un village comment on appelle, de Zoukoubé. On est parti dans un campement et j'ai vu qu'il y a des jeunes qui ont branché des machines là-bas. Des champs de cacao sont en train de disparaître. Les gens sont en train de creuser l'eau matin, midi et soir. Dans ces villages-là, l'eau a changé de couleur. Je vous dis, dans quelques années, là, on va vouloir manger, le poisson thon va devenir très cher. On ne pourra pas avoir des carpes. Si on a eu des carpes, ou des tilapia, ça sera chinois, industriel vendu, des hautes mers, c'est-à-dire haute pêche. On ne pourra plus avoir le sulu, carpe d'eau douce, là. On ne pourra plus en voir en Côte d'Ivoire. Les gens sont en train de détruire l'eau de la Côte d'Ivoire. Mais on n'en parle même pas. Et moi, je vous rappelle en fait, il y a un colonel de gendarmerie
qui est de Lakota, qu'ils ont désigné eux-mêmes, ils ont conscience que c'est les jeunes rebelles démobilisés qui ont investi dans l'or. Ils ont envoyé ce monsieur-là vers Yamoussoukro quelque part pour aller chasser les orpailleurs clandestins. Tapez sur Internet, mettez officier de gendarmerie tué sur un site d'orpailleurs clandestin. Tapez sur Internet et puis vous venez dire que cela est un menteur. Mettez Côte d'Ivoire, un officier supérieur de la gendarmerie tué sur un site d'orpaillage clandestin. Tapez et puis vous venez. Il s'appelle Dago, je me rappelle bien de son nom, Dago, le colonel Dago. Ils l'ont désigné, eux-mêmes ils savent, les gens du pouvoir savent, les Apalola savent que c'est un terrain miné. Ils ont envoyé le monsieur là-bas. Dès qu'il est arrivé sur le site, ils ont dit, nous on n'est pas là pour ça. Ils ont dit à le monsieur, monsieur, il dit qu'il vend le terrain. Monsieur, qui a fait remblayage de la lagune Ébrié? Quand vous dites venez sur les panels là, venez souvent avec la conscience. Monsieur, toi tu me demandes, mais qui leur vend les terrains là? Viens me dire qui a fait remblayage de la lagune Ébrié. Viens me dire qui a fait remblayage de la lagune Ébrié. On vous parle d'un sujet, vous détournez le sujet, vous voulez trouver des terrains bizarres. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi je vous dis, les gens du gouvernement que vous voyez là, ils jouent matin, midi et soir là, ils s'en foutent de vos produits, cacao, café, temps, et ils cherchent pétrole de manière légale et de manière illégale. Ils cherchent l'or dans le sous-sol en Côte d'Ivoire. Je vous dis, à l'époque, et le comble, le riz va devenir cher en Côte d'Ivoire. Moi, je vous conseille de conserver vos petites parcelles de riz. Hein. Le riz local va devenir très cher en Côte d'Ivoire. Parce que l'or qu'ils creusent aujourd'hui dans les villages, là, ils cherchent toujours les bas-fonds. Parce qu'ils creusent dans les bas-fonds. D'après eux, entre le sol et les sols durs et le bas-fond, ils peuvent avoir de l'or. Donc, dans ces coins-là, ils creusent beaucoup. Aujourd'hui, quand vous parcourez toute la Côte d'Ivoire, dans les grands champs, il y a des gros trous, des puits perdus où tu peux mourir. Donc, ce gouvernement qui est en place là, est dans la vente de l'or. L'or clandestin, là, ça vient d'eux. Ils blanchissent ça. Il y a eu combien de milliards qui ont été détournés? Il y a eu près de 40 milliards, ou bien 4 000 milliards qui disparaissent de l'or païen clandestin. C'est-à-dire, il y a 4 000 milliards qui sortent de l'or païen clandestin. Comment l'État ivoirien connaît le chiffre de l'or païen clandestin si ce n'est pas eux-mêmes qui vendent? Donc le cacao là, on s'en fout parce qu'ils le font, mais la majorité des employés dans nos champs de cacao, c'était les Burkinabés. Mais aujourd'hui, les jeunes Burkinabés là, ils vont voir, ils vont à Zoukoubé, ils sont même arrivés à Man, là où il y a les collines là. Ils sont en train de creuser toute la superficie de la terre de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, l'or est creusé en Côte d'Ivoire matin, midi et soir. Et il y a un bijoutier, il y a des bijoutiers maintenant qui sont en place en Côte d'Ivoire. Comme il y a un bijoutier qu'on a montré à Trècheville. Demandez au bijoutier à Trècheville, lui qui fait les chaînes en or, là, où il gagne la matière. Mais c'est le marché clandestin qui lui envoie la matière à vendre. Il y a un bijoutier à Trècheville. On ne lui a jamais demandé, mon gars, tu es bijoutier, comment tu gagnes l'or, comment tu payes? Mais les brouteurs, ceux qui blanchissent l'argent de Côte d'Ivoire, là, vous les verrez bien matin, midi et soir, en train de partir sur le célèbre bijoutier, là, en train de fabriquer des chaînes qui coûtent 6 millions, 3 millions, 4 millions. Il fait des gourmettes, il fait des chaînes avec de la matière, de l'or, 18 carats. Il fait de l'or pur. Mais on ne se demande jamais d'où vient l'or que ce monsieur-là détient. Qui lui vend? Ils vendent l'or en Côte d'Ivoire. Ils s'en foutent. As le bijoutier. Mais est-ce que tu as déjà vu, ils ont déjà fait enquête sur H le bijoutier? Tu le connais bien, tu sais de qui il parle. C'est As le bijoutier. Mais As le bijoutier, là, la majorité de sa clientèle, là, c'est des artistes et c'est les brouteurs qui y vont. Mais est-ce que vous avez déjà vu
As le bijoutier a été auditionné en Côte d'Ivoire. Si tu étais dans un pays normal, là, l'or qui est dans le sous-sol et l'État dit que la surface de la terre appartient au peuple. Nous, on est propriétaires. Il y a une matière qui doit contribuer au développement du pays qui se retrouve sous la terre, ça devient un espace public pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc l'État peut vous déguerpir pour vous dédommager et creuser le sous-sol pour l'économie du pays. Mais As le bijoutier, là, il a des lingots d'or chez lui. On ne demande pas à As le bijoutier d'où tu tires ton or. C'est lui qu'on voit, hein? Mais je connais plein de bijoutiers clandestins qui lavent de l'or, des matières, une quantité importante de l'or en Côte d'Ivoire. Mais c'est vendu par... Si vous voulez avoir l'or, vous plus que je m'en là. Mariam Biekissé là. Trouvez le numéro de Mariam Biekissé ce soir. Puis dites à Mariam Biekissé, je suis en France. J'ai besoin de l'or. Dites à Mariam... Comment on appelle? Dites à Mariam Biekissé ce soir. Je vous dis une chose. Vous appelez Mariam Biekissé. Je vous mets au défi. Si vous avez son numéro. Dites à Mariam Biekissé, j'ai besoin de l'or pour me faire des bijoux et consorts. Elle va te demander tu es où. Tu dis tu es en Italie, tu es en Europe, où tu es tant. Elle va te dire demain j'envoie ou bien on envoie quelqu'un si tu as besoin de telle quantité. Madame Biekissé te livre l'or que tu veux. Si vous appelez Touré Alpha Yaya pour dire je veux de l'or tout à l'heure pour faire mariage, il y a besoin de bagues. Mais Touré Alpha Yaya va te vendre de l'or. Touré Alpha Yaya va te vendre de l'or. Pur, si tu veux. Même si tu veux pour 15 millions, Touré Alpha Yaya va te livrer l'or. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, là, ils sont en partenariat avec ceux que vous voyez sur les sites qui creusent l'or, là. Voilà pourquoi ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent. Il n'y a jamais eu de police. Il n'y a jamais eu de politique de répression contre les orpailleurs. Chaque année, les eaux et forêts sont recrutés. Les gendarmes sont recrutés. Les policiers sont recrutés. Pourquoi, diantre, on ne les envoie pas sur les sites d'orpaillage clandestin? Vous ne vous avez jamais posé cette question? Mais quand on dit tout à l'heure, les gens vont marcher à Yopougon, c'est l'opposition. Vous verrez tous les policiers réunis, tous les gendarmes, ils vont se mettre dans les tenues, ils vont commencer à faire tout le cinéma aux alentours. Mais dites-leur que cela dit, pourquoi vous ne partez pas faire l'enquête sur l'orpaillage clandestin pour attraper les gens? Ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Attendez, conseil de gouvernement. Tapotez-le là, je vais vous montrer quelque chose. Il y a eu un conseil des ministres ce jour-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu les tues? Est-ce qu'il y a eu les tues communiquées? Il n'y en a pas. Il n'y a pas le communiqué là. Il voulait lire quelque chose. Attendez, il va lire quelque chose. Il n'a pas fait écouter la vidéo. Attendez. Conseil des ministres. Attends. Il n'y a pas de... Il y avait vu le communiqué purée. Ça n'est plus là. Mais AMS, comment on l'appelle même? Que le ministre, non? Le porte-parole du gouvernement. Les gars, tapez le live. Il a vous dit que je ne sais plus en couper le live parce qu'il est... Oh non, porte-parole. Tapotez parce qu'il a coupé le live dans quelques minutes, s'il vous plaît. Attendez, c'est ça. Ah, attendez. Voilà, j'ai oublié quelqu'un. Attendez. Attendez, voilà, il a trouvé. Attendez, il va vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que vous allez attendre dans cette vidéo. Hein. Attendez. Écoutez bien, il va vous faire écouter une vidéo. Ça fait rire. Écoutez.
On écoute. Prise. Mais le gouvernement saisi de la question a compris qu'il faut aller vers un renforcement de ces sanctions-là. Tout se fait selon la loi. Ce que la loi n'a pas prévu, on ne peut pas l'inventer. Ce serait rentrer dans l'arbitraire, ce serait rentrer dans une république qui, en tout cas, ne serait pas un état de droit. Donc, il y a des dispositions à prendre pour pouvoir renforcer les sanctions pour ceux qui s'adonnent à des remblayages illégaux. Sinon, vous devez savoir qu'il y a des sanctions, mais elles ne sont peut-être pas suffisamment dissuasives. Ensuite, pour ce qui est donc de la cherté des loyers, on dit remblayage en Côte d'Ivoire. Vous voyez, chers camarades ivoiriens, je vais vous dire une chose. On se joue tellement les incultes que les gens se foutent de nos gueules. On dit remblayage. C'est pas remblayage de le fleuve, la forêt, même la forêt du Banco, on ne peut pas remblayer la forêt du Banco. L'eau qu'on voit là où les gens lavaient les habits avant la forêt du Banco, on ne peut pas remblayer. Même sur la route de mon village, il y a un lit d'eau, on ne peut pas remblayer. Pourquoi? Parce que sur le lit d'eau de mon village là, il y a un petit pont. Mais si les gens du village te voient verser de l'eau, même ne serait que des ordures, dans le lit d'eau là, le villageois qui va te voir, si c'est burkinabé, moi aussi burkinabé, tout le monde là, ils vont aller dire au village que on a vu quelqu'un sur la route là-bas, hein, il est en train de verser des ordures. Allez là-bas tout à l'heure, ils sont en train de verser des ordures. À l'instant où il dit ça là, dans 20 minutes, là, le coin de lit d'eau là est rempli. Ils vont demander, monsieur là, mais qui t'a donné l'ordre de verser l'eau, de verser des ordures dans le lit d'eau qui passe au village ici? À Côte d'Ivoire là, en Côte d'Ivoire, quand vous êtes en train de construire une maison là, quand vous n'êtes pas dans les démarches totales là, quand on voit là, qu'est-ce qu'on écrit sur votre maison? On ne met pas à détruire, AD. C'est pas comme ça qu'on fait. Abidjan qui est grand comme ça là, hein, tu te lèves tout à l'heure construire ta maison après le péage de l'autoroute du Nord là. Tu t'en vas construire une maison tout à l'heure dans la petite forêt là-bas quelque part à côté. Dans 6 jours, tu vas voir qu'ils vont venir pour dire à détruire. Qui est-ce qui t'a donné l'autorisation? Derrière GESCO, tu vas construire là-bas. Dans les 20 minutes, quelqu'un va venir pour te dire, là où tu es en train de construire, c'est interdit, ou moi, c'est mon terrain. À Abidjan, là, il y a plein de maisons qui sont tapées de ces mesures administratives à détruire. Et puis, soit tu reprends la démarche, soit même ils viennent et ils rasent. Et puis, on dit c'est un espace public. Vous n'avez jamais vu ça en Côte d'Ivoire. On dit qu'ils ont remblayé la lagune depuis 2017 jusqu'à notre jour. Jusqu'à nos jours plutôt. Et puis ils disent, c'est maintenant qu'ils vont sanctionner des gens. Mais quand le gouvernement parle comme ça, je sais, excusez-moi, je vais vous donner un peu le parcours du porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un professeur de collège. Il a fait l'ENS. Bac plus 2, bac plus 3, bac plus 2 à la rigueur. Le monsieur qui parle là, il est professeur de collège. Il est devenu ministre. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui découvrent la Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, M. Ams Koulibaly, il s'appelle. Il est devenu ministre parce qu'il est issu de la lignée des Gonds à Korogo. Donc son oncle étant premier ministre dans le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, le gouvernement Mamadou Bon Koulibaly, ils l'ont nommé ils l'ont maintenu dans le gouvernement pour maintenir dans ce gouvernement ivoirien la figure ou l'image des familles Bon de Korogo. Donc lui, il est juste dans le gouvernement, pas pour compétence, mais pour qu'à Korogo, la continuité de Mamadou Bon Koulibaly continue. On a conservé ce nu-là dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand vous l'entendez souvent, quand il est en train de parler là, il ne sait même pas conjuguer des verbes pronominaux. Lui, son français même souvent, même il est chaotique. Mais sa seule plus-value qu'il a dans ce gouvernement, c'est qu'il est issu de Korogo et de la famille d'Amadou Bon Koulibaly. Aucune compétence. Ce qu'il est en train de dire là, on ne peut pas venir dire ça à quelqu'un. En Côte d'Ivoire,
Tout à l'heure, tu prends Pinas, tu te mets sur la lagune Brié. Ou bien tu prends Gueski, tu te mets sur la lagune Brié. Dès que tu démarres de Yopougon pour prendre la direction du plateau, les minutes qui suivent là, la police maritime va te bloquer. Est-ce que je mens? Tout à l'heure, tu es chez toi à la maison. Tu prends Gueski de Yopougon. Comment on appelle? Yopougon à Bobo-Doumé. Et puis tu démarres. Tu prends direction Bassam du plateau. Dès qu'ils vont te voir là, dans les heures qui suivent là, la marine ou la gendarmerie qui fluviale là, va aller tout à l'heure te coincer quelque part pour dire retourne, tu vas où? Je mens? Est-ce que je mens? Si tu prends un Gueski tout à l'heure pour tourner à côté de la maison de la Centre de Montra, à Assini, dans les heures qui suivent là, ils vont tirer sur toi ou ils vont te demander, ils vont t'interpeller. Et puis, en Côte d'Ivoire, la lagune est brillée là, les gens prennent des bennes, des appareils adaptés, des appareils de haute technologie, et puis lagune qui est là, eux, ils rentrent dedans. Et puis ils remblaient, ils versent du sable, des ordures. Matin, les bennes là vont et puis vont. C'est un chantier, on verse des ordures, on en reverse. On finit, la lagune disparaît. Et puis eux, ils disent que ceux qui ont fait ça là, il faut qu'ils prennent des mesures disciplinaires parce qu'il n'y a pas de droit à la matière. Ah, occupation illégale sans autorisation d'un espace public est un acte délictuel. La loi prévoit ça. L'occupation anarchique d'un espace public est un acte illégal. Si je quitte tout à l'heure ici et puis je me monte sur la route principale de ma ville et puis je mets natte tout autour, je m'assois, mais c'est une incivilité. C'est une incivilité notoire qui est caractérisée même à un degré élevé, contraventionnel de 5 degrés, donc c'est un délit répréhensif. L'occupation anarchique d'un espace public. Et tout ce qu'il faisait là-bas, il y a des riverains avec nuisance sonore à répétition. Un espace qui est protégé, la lagune. Ils remblaient sans autorisation. Et puis l'État de Côte d'Ivoire dit c'est maintenant qu'ils vont ouvrir des enquêtes. Et comme la loi ne peut pas sanctionner dans le vide, ils vont penser à voir comment ils vont régler la chose. Est-ce que nous qui sommes partis à l'école, on peut nous dire ça? Mais ça, si on dit ça à un militant du RDR, dans sa maison, il est content. C'est-à-dire que le ministre central nous dit que je peux aller occuper le pont à la Centrama Ouattara, mais il n'y a pas de loi qui est prévue en la matière. On l'écoute, hein? C'est con, quoi. C'est bête. Ensuite, pour ce qui est donc des remblayages que l'on pourrait appeler d'illégaux, il y a des sanctions qui sont prises. Mais le gouvernement saisi de la question a compris qu'il faut aller que l'on pourrait appeler d'illégaux. Il y a des sanctions qui sont prises. Mais le gouvernement saisi de la question a compris les remblayages que l'on pourrait appeler d'illégaux. Il y a des sanctions d'illégaux. Illégaux. Oui. Remblayés d'illégaux. Oui. Et quoi encore? Dis-nous. Que l'on pourrait appeler d'illégaux. Il y a des... Mais c'est illégaux. Mais c'est qu'on ne pourrait pas appeler. Monsieur, c'est illégaux. Il n'y a pas d'acte administratif qui existe. Il n'y a pas d'autorisation. Donc, en amont, c'est illégal. Ah, putain. Sanctions qui sont prises. Mais le gouvernement saisi de la question a compris qu'il faut aller vers un renforcement de ces sanctions-là. Tout se fait. Ah. Jeter des ordures. Les ordures qu'ils ont jetées dans la lagune là, pour remblayer là, c'est des ordures qui contiennent des matières chimiques. Donc, ils dégradent l'environnement, ils polluent l'environnement. Et pour monsieur le porte-parole du gouvernement, moi, viens te compléter l'infraction à la matière.
déverser des ordures dans un environnement aquatique, sans en mesurer l'impact environnemental même de ceux qui y vivent. Parce que quand vous versez des ordures pour emblayer une lagune ou un lit d'eau, cela a des conséquences lointaines sur les riverains. Pourquoi? Parce que quand il va pleuvoir, l'eau va chercher la source originelle de leur écoulement. Donc, comme étant donné que ceux qui sont en train de remblayer, ils ne vont pas aller à des hauteurs pour dépasser l'habitat habituel ou l'environnement habituel, quand il va pleuvoir, l'eau va drainer et quand ça va remplir dans les caniveaux, l'eau va venir passer. Donc, quand l'eau va venir trouver que son espace habituel est occupé par des humains, par une construction, l'eau va chercher des déviations. Et ces déviations vont aller directement dans les quartiers riverains. Et ces maisons qui seront des maisons basses vont être noyées, vont s'engloutir, sous-pilotis. Et donc, cela va avoir des conséquences sur les riverains à long terme. Barrer la route d'eau. Cela entraîne des déviations d'eau dans le quartier. Donc, c'est déjà un acte dangereux. Mise en danger d'autrui, c'est une infraction. Mise en danger d'autrui, c'est comme celui qui boit en état, tu es en état d'ébriété et tu conduis. Mais tu mets le danger des autres sur la voirie en danger. C'est ce qui t'appelle que c'est une infraction. Ça devient un délit. Mise en danger de la vie d'autrui. Monsieur le gouvernement, leur acte là a mis en danger les autres, les riverains. Et les victimes directes, c'est tout ce qui est dans l'espace là, dans l'eau là. Les poissons qui y vivent. Vous ne protégez pas certaines espèces halieutiques en Côte d'Ivoire, les tortues. Il y a des tortues par là. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous pouvez banir à protéger les crocodiles. Il y a des crocodiles pédales qui sont là, qu'ils ont tués par leur emblayage là. Ça, ce n'est pas une infraction. Mais il faut aller chercher d'autres qualifications pour venir renforcer la peine. Voilà la Côte d'Ivoire. Et comme quand un militant du RDR te parle de loi, il faut écouter comment eux-mêmes sont venus au pouvoir. Dans un process hors la loi. Donc il leur est difficile de connaître l'applicabilité de la loi. C'était mon album ce soir. On écoute les ministres et puis on coupe le live. Dani, sois salué. D'illégaux. Il y a des sanctions qui sont prises. Mais le gouvernement saisi de la question a compris qu'il faut aller vers un renforcement de ces sanctions-là. Tout se fait selon la loi. Ce que la loi n'a pas prévu, on ne peut pas l'inventer. Ce serait... Quelle loi qui a prévu en Côte d'Ivoire qu'Alassane Dramane Ouattara allait être candidat à des élections jusqu'à 4 mandats? Quelle loi qui a promis ça? Et puis vous allez venir nous parler de loi. On va écouter Alassane. Parce que quand les militants d'Alassane parlent là, il faut les condamner. Parce que Alassane Dramane Ouattara, c'est un menteur. Voilà, c'est un menteur. Alassane, c'est un vieux menteur. Alassane Ouattara, c'est un vieux menteur. C'est un vieux menteur. Alassane souffre de la manie de la mythomanie. C'est un vieux menteur. Un vieux menteur. Comment je suis pour le principe de 2 mandats. Moi, Alassane Ouattara, je suis pour le principe de 2 mandats. Un vieux mandat. Donnez-moi 20 ans. Donnez-moi 5 ans. Un vieux menteur. Moi, je ne parlerai jamais d'Alassane avec différence. Jamais parlé de ce gars-là avec différence. C'est un menteur. Un vieux menteur. Que je ne serai pas candidat. Je ne serai pas candidat. Et puis quand il a été parlé, puis sa bouche s'ouvre, et puis son œil se ferme là. C'est Nimo. C'est gâté. Allez les gars, je n'ai pas trouvé la vidéo, mais ce n'est pas grave. On va jouer cette vidéo et puis on partit. En conclusion, je ne suis pas contre une éventuelle liberté des Ziggy. Je ne suis pas contre que ce jeune recouvre la liberté. Comme moi-même, j'aime la liberté. Et je suis l'un des criminologues ou apprentis en criminologie qui spécialité donc suivi réinsertion des
des repris de justice, je veux qu'il y ait plus de sanctions contre des gens qui ont commis des crimes graves que de mettre des gens qui ont commis des crimes mineurs en prison pour qu'on les resocialise, pour qu'on leur donne de la chance. Donc, je ne suis pas pour que tous les actes criminels puissent être assortis des mesures et privatrices de liberté. Je ne suis pas pour ce principe-là. Donc, je serais heureux qu'un jour, Ziggy recouvre sa liberté. Mais cependant, il y a une observation qui demeure. Les gens veulent faire de la liberté ou des conditions de liberté provisoire de Ziggy un volet politique. Ziggy est certes en prison, mais il n'est pas le seul prisonnier ou quelqu'un qui est parti en prison pour son opinion politique ou son appartenance politique. Donc, je veux qu'il recouvre sa liberté. Mais la démarche qui est entreprise pour qu'il recouvre sa liberté, pour qu'il le suit, cette démarche ne relève pas d'ordre juridique. La démarche elle-même est une démarche qu'on pourrait attaquer au plan juridique. Dans ce monde, une personne ayant reconnu son tort pendant une audience ou pendant qu'il est déféré devant un tribunal ou pendant sa comparution, si vous voulez qu'il simplifie, peut faire ce qu'on appelle un repenti passif, reconnaître son tort. Mais reconnaître son tort ne veut pas dire que signe des circonstances atténuantes ou d'abstraction de peine ou de sanction. Non. Reconnaître son tort est un processus d'apaisement qui va vers le sens, qui va vers le sens d'une justice restaurative. C'est la reconnaissance du statut de la victime. Et généralement, cette démarche démontre en toi que tu es humain et que tu compatis et que tu as de l'empathie pour la victime. Ça soulève souvent. Oh, je suis désolé. Je reconnais que j'ai commis un tort. Je vous ai fait du tort. Je sais que vous endurez. Mon acte est un acte que moi-même je trouve ignoble, que je condamne. Ce que vous avez infligé, elle ne peut pas l'infliger à un être semblable comme vous. Je vous demande pardon. Mais quand tu finis de demander pardon, tu regardes la victime. La victime est libre de l'accepter ou pas. Même que la victime accepte ton pardon. Mais l'action publique étant engagée, le procureur ou le juge plutôt du siège, juge du parquet, n'est pas obligé de te faire une amende honorable et d'avoir une clémence à ton égard. Il sanctionne. Mais tous ceux qui produisent des lettres pour recouvrer leur liberté, plus tard on pourrait demander au juge si la loi a été prononcée. Sur ce, merci à vous. J'espère que vous m'avez compris. Sur ce, merci à vous. C'est-à-dire le jour qu'il fera jour en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont produit des lettres et qui sont sortis de la prison, qui n'ont plus jamais été condamnés en Côte d'Ivoire, le jour où il fera jour, tous ces juges qui ont rendu ces décisions peuvent aussi répondre devant la loi. Parce que ce qu'ils ont fait n'est pas de la loi. C'est illégal. Merci. C'était Soleil Gavane.